bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'offensive chinoise. Pékin veut changer la face du monde avec sa nouvelle route de la soie. Son président Xi Jinping est reçu en grande pompe à Paris. L'occasion de signer des contrats, bien sûr, mais l'occasion surtout d'afficher le positionnement de l'Europe face aux géants. Et ce n'est pas simple puisque l'Union européenne se divise, l'Italie notamment fait cavalier seul. Chine, quelle stratégie pour l'Europe? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Karine Bécard à Dominique de Montvalon. Nous reviendrons sur le départ annoncé de Nathalie Loiseau du gouvernement. La ministre est désignée tête de liste La République En Marche aux européennes. Ce n'est pas une surprise, mais est-ce le bon choix? Est-ce Emmanuel Macron le vrai candidat? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi ce rapport qui blanchit Donald Trump. Pas de collusion entre le président américain et la Russie. Que vaut cette enquête? Renforce-t-elle plus que jamais Donald Trump? Nous poserons toutes ces questions à notre invité ce soir. C'est Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. D'abord le point sur ce rapport avec Cécile Sixou. L'Amérique retenait son souffle. Finalement, l'enquête Mueller n'a rien trouvé. Il n'y a pas eu d'entente ni de coordination entre les équipes de campagne de Donald Trump en 2016 et la Russie. Une victoire pour le président américain qui s'est félicité dans un tweet. Pas de collusion, pas d'obstruction, disculpation complète et totale. Gardons sa grandeur à l'Amérique. Une bouffée d'oxygène car cette enquête pesait sur le président Trump qui compte briguer un second mandat en 2020. Le locataire de la Maison-Blanche a dénoncé une entreprise de démolition illégale. Il est honteux que notre pays ait dû subir cela. Il est honteux que votre président ait dû subir cela. Et cela a commencé avant même que je ne sois élu. Donald Trump est-il pour autant lavé de tout soupçon? Pas vraiment pour les démocrates qui demandent la publication intégrale du rapport dont seules les conclusions ont été diffusées. Le président Trump a tort. Le rapport n'équivaut pas à une soi-disant exonération totale. Le procureur spécial a été clair, son rapport n'exonère pas le président. L'enquête de Robert Mueller a duré 675 jours. Très peu d'éléments en ont fuité. Elle a tenu le pays en haleine, rappelant le Watergate qui a poussé Richard Nixon à la démission en août 1974. On va aller plus loin avec notre invité ce soir. Je vous le disais, Jean-Éric Brana, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris 2, chercheur à l'IRIS. Et vous publiez le mois prochain. Et s'il gagnait encore? Ça va effectivement être une question. Vous l'avez lu, ce rapport. Il est aussi clair qu'on le dit. Il blanchit totalement Donald Trump. Il n'y a aucune ambiguïté. Pour l'instant, il n'y a que William Barr qui a lu le rapport. Donc si vous disiez que je l'avais lu, je serais un gros menteur. En réalité, on a vu les conclusions. C'est ça qui sont un résumé écrit par l'Attorney General, le ministre de la Justice américain, qui a donc condensé l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui doit rester secrète. Dans le cadre de l'enquête, on protège les personnes. Et puis, il s'agirait de sécurité nationale également. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. On n'exclut pas qu'on sache beaucoup plus sur le rapport dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, voir la totalité du rapport un jour, c'est ce que demandent les démocrates. Ils demandent la publication du rapport complet. Et c'est ça. Et Donald Trump dit que ça ne pose aucun problème, qu'on leur donne le rapport. Au contraire, ça le blanchirait totalement. Je crois qu'en réalité, qu'il y ait la totalité du rapport ou pas la totalité des rapports, ça ne change rien, puisque on se doute bien qu'on ne va pas trouver, page 42, au détour d'un paragraphe, tout d'un coup, une accusation supplémentaire de Donald Trump qui n'aurait pas été mise dans le rapport d'origine. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est un rapport sérieux, objectif, c'est quelque chose qui ne pose absolument aucun problème. Mais pourquoi ça poserait de problème? C'est une affaire de justice. Ensuite, ce qu'on en fait en tant que politique, l'exploitation, c'est autre chose. Mais en premier lieu, le ministre de la Justice a rendu un rapport à partir du rapport du procureur. Donc on est là avec des termes juridiques et une procédure de justice. Dans un rapport, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a expliqué ce qu'il a fait, pourquoi il a lancé des enquêtes, qu'est-ce qu'il a présenté au grand jury, pourquoi le grand jury a accepté certaines pièces, en a refusé d'autres, pourquoi certains ont été inculpés ou pas, et quelles ont été les directions de l'enquête à chaque fois, et pourquoi finalement certains dossiers ont été transmis à la justice et d'autres pas. Alors comment on réagit outre-Atlantique? Ça fait l'effet d'une bombe, c'est un petit tsunami pour les journalistes, pour les observateurs
acteur de la vie politique, au-delà même des démocrates? Alors pourquoi petit tsunami? C'est un tsunami énorme, puisqu'en réalité, toute la présidence Trump a été marquée par cette enquête de collusion, puisque l'enquête avait commencé avant même l'élection de Donald Trump. Donc en réalité, ce qui se passe là, c'est quelque chose de totalement inédit. Donald Trump se retrouve lavé de tout soupçon. Il n'y a plus ce risque de conspiration dont on parlait, de trahison, et donc risque d'impeachment et de destitution qui est pesé sur ses épaules. Souvenez-vous quand même que dès la première semaine de son mandat et jusqu'au mois de juin, on n'a parlé que de destitution. Les gens faisaient des paris. Va-t-il être destitué? À quelle échéance? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et c'était ça la seule question qui intéressait tout le monde à ce moment-là. Donc là, c'est oublié, la procédure d'impeachment, de destitution. Il n'en est absolument plus question à l'allure de... Non. Pourquoi? Parce que la procédure d'impeachment est une procédure politique. Elle est décidée par la Chambre des représentants qui ensuite transmet ses réflexions et ses accusations au Sénat. Il peut y avoir très bien demain, au détour d'une enquête, une décision de lancer un impeachment, puisque c'est politique qu'on va essayer de bloquer Donald Trump. En réalité, c'est quand même très difficile maintenant. C'est un numéro d'équilibriste pour les démocrates. On comprend bien qu'après 2 ans de lutte intense avec le président, et alors qu'il avait tout soupçon, si on relance la machine, les Américains, les premiers, vont dire, écoutez, il y en a marre. Ça suffit. Déjà, la première, on ne comprend pas. Laissez-le gouverner. On a envie qu'il s'occupe de nous, du pays, et que le pays aille bien. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour proposer un projet au pays et pour faire avancer des lois. Parce qu'actuellement, et on ne le dit pas assez, le Congrès est séparé entre 2 chambres, ce qui veut dire qu'aucune des chambres ne peut fonctionner. Aucune loi n'a été votée depuis que le nouveau Congrès est en place. Et depuis plusieurs mois, Donald Trump dénonce, lui, une chasse aux sorcières. C'est vrai qu'on est en droit de se poser la question maintenant? Ah ben on n'est pas en droit, c'est une chasse aux sorcières, puisque à la fin, il est reconnu qu'il n'y a rien. Donc il peut dire sur le plan politique que c'est une chasse aux sorcières. Sur le plan judiciaire, c'est différent. Il y a quand même eu 34 inculpations, plus 3 sociétés. Donc en réalité, Mueller a montré qu'il avait raison de poursuivre ces enquêtes et qu'il n'y avait pas rien. Mais ce sont des enquêtes de droit commun et des condamnations de droit commun qui ont émergé principalement de l'enrichissement personnel ou des malversations diverses qui étaient loin de ceux qui lui avaient été demandés au départ. Ça veut dire que cette chasse aux sorcières, qui a l'air si évidente, cette forme d'acharnement à laquelle on assiste depuis maintenant 2 ans, pourrait finir par servir les intérêts de Donald Trump? Tout cela est en train de se retourner en sa faveur? Mais c'est le cas. Aujourd'hui, on est en début de campagne électorale. Ça nous semble très loin avec un critère français, 20 mois. Mais aux États-Unis, il y a une pré-campagne, puis ensuite une pré-campagne qui s'appelle des primaires. Et puis ensuite, on va rentrer dans la campagne elle-même. Et puis finalement, il y aura l'élection. Donc 20 mois, on y est déjà. D'ailleurs, il y a déjà 15 candidats en lice. Donc des candidats qui sont tous les jours en train de battre le pavé déjà, essayer de ramasser des fonds, de convaincre des militants et de se faire reconnaître en termes de notoriété, bien sûr, de ses futurs électeurs. Donald Trump lui-même est en campagne, ça le sert terriblement, puisque aujourd'hui, dans ses meetings, il va dire, mais je vous l'avais bien dit, fake news, ces affreux journalistes qui ont essayé de me faire tomber, ces hommes politiques, ces démocrates véreux qui ont voulu vous voler votre vote, et ses supporters vont se serrer encore plus en rang derrière lui. Est-ce que c'est déjà concret? Est-ce qu'on le sent déjà dans les sondages, des sondages d'opinion qui lui seraient de plus en plus favorables ces dernières semaines, et j'imagine avec ce rapport qui pourrait lui être encore plus favorable? Ah ben c'est très frappant. On avait une baisse dans les sondages ces derniers jours parce que ça frémissait que le rapport allait sortir. Et effectivement, les gens pensaient que Donald Trump était coupable. Ça a tellement été répété que personne n'imaginait que l'issue serait celle qu'on a eue hier, bien entendu. Et en une seule journée, il a gagné 1,5 point dans les sondages. Si on fait un agrégateur de sondages, c'est-à-dire la moyenne de tous, ça veut dire qu'il y a un réel rebond qui est observé. C'est la première fois qu'il y a un rebond aussi rapide sur un événement. Ça ne veut pas dire que ça va continuer parce qu'on observe que la cote de Donald Trump est toujours stable, autant à la baisse qu'à la hausse. Je pense qu'il va y avoir une stagnation. Je pense que les démocrates vont rester arc-boutés sur leur position, c'est-à-dire détester Donald Trump, que les républicains, sur la leur, adoraient Donald Trump. Il reste les indépendants. C'est ça la grande inconnue. Comment vont-ils réagir? Car c'est eux qui feront la prochaine élection. Et c'est vrai que si désormais ils se donnent une ouverture et qu'ils acceptent d'écouter ce président en se disant, après tout, il est peut-être pas si malhonnête, regardons son projet de plus près, à ce moment-là, il a une vraie chance, effectivement, de pouvoir briller en 2020. Ce qui nous amène à la question de votre livre. Et s'il gagnait encore, c'est vraiment possible?
Alors c'est bien sûr toujours possible. Et puis tous les clignotants sont offerts pour lui. L'économie est florissante. Il est le président sortant. Les Personne démocrates, n'émerge côté démocrate. c'est ce que j'allais vous dire. Les démocrates sont en rang desserré. Ils partent chacun à volo. Personne n'émerge. Même si on parle beaucoup de Biden, en réalité, il n'y a pas une personnalité qui tout d'un coup éclate et écrase tout le monde. Et on en attend 22 sur la ligne de départ. Ce qui veut dire que les voix vont être éclatées entre tout le monde. Exactement comme avec les Républicains la dernière fois, ils étaient 17. Ce qui veut dire que n'importe qui pouvait émerger. Et d'ailleurs, Donald Trump en a bien profité. Merci infiniment, Jean-Éric Brana, pour vos lumières sur cette question américaine, spécialiste des États-Unis. Et je rappelle donc le titre de votre tout prochain livre, Et s'il gagnait encore. On continuera de suivre ce dossier sur Public Sénat et peut-être avec vous. Merci beaucoup. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Dominique de Montvalon à Karine Bécard. Nous allons revenir sur ce remaniement en vue lié au départ de Nathalie Loiseau. La ministre des Affaires européennes se lance officiellement dans la campagne pour porter les idées de La République En Marche au prochain scrutin. Quelles conséquences politiques? On va se poser la question avec nos invités. D'abord ce sujet d'Adrien Develay. Ce sera donc bien Nathalie Loiseau. Avec elle, une trentaine d'autres candidats sur la liste La République En Marche, et parmi eux, Pascal Canfin, le président du WWF. Pascal Canfin qui avait refusé le poste de ministre de l'Environnement suite au départ de Nicolas Hulot. Ces désignations viennent boucler l'annonce des têtes de liste. Le duel des européennes devrait se jouer entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national, respectivement à 23 et 22% des voix. En troisième position dans les sondages, les Républicains se sont quant à eux choisi un directeur de campagne. Geoffroy Didier dirigera la liste menée par François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean. À gauche, la liste de la France Insoumise de Manon Aubry à 8% dépasse de peu l'alliance formée par le Parti Socialiste et le mouvement de l'essayiste Raphaël Glucksmann, crédité, elle, de 7% des voix. 7%, c'est aussi le score que ferait la liste des Verts conduite par Yannick Jadot, qui a annoncé une alliance avec des régionalistes. À l'instar de Nathalie Loiseau comme tête de liste à l'REM, les principales formations politiques ont choisi des personnalités nouvelles pour conduire la bataille des européennes. Les partis ont jusqu'au 3 mai pour finaliser leur liste. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Karine Bécard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, journaliste politique à France Inter, et Dominique de Montvalon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également, éditorialiste politique. Nathalie Loiseau comme tête de liste La République En Marche aux européennes. Karine Bécard, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? On a longtemps cru que ce serait Agnès Buzyn. Finalement, c'est Nathalie Loiseau. On a parlé de choix par défaut. Que faut-il en penser? Alors, on a parlé d'Agnès Buzyn, on a parlé de plein de gens avant tous ces C'est gens-là. Hein, on a commencé par Nicolas Hulot, on a eu Jean-Yves Le Drian, on a parlé d'Alain Juppé, enfin, on avait des grosses pointures. Puis on est passé à Agnès Buzyn, effectivement, il pouvait y avoir un beau destin à raconter, et on finit effectivement sur Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, je la perçois comme, mais c'est souvent dit, comme quelqu'un effectivement d'extrêmement techno, un peu professoral dans sa manière effectivement de s'exprimer, pas très politique. Quand elle essaie de faire de la politique, j'ai envie de dire un peu méchamment, ça tombe souvent à plat. On s'en est rendu compte face à Marine Le Pen, par exemple, les petites piques qu'elle a tentées dans l'émission politique. Et merci, oui, sur France 2, ça tombait souvent à plat. C'était vieux, c'était déjà entendu, ça collait pas. Mais voilà, elle connaît par cœur les dossiers et je ne pense pas qu'elle se fasse déborder par François-Xavier Bellamy, par Jordan Bardella, par Manon elle a les Aubry. épaules, quoi. Elle sera à l'aise en fait sur les sujets, mais il va falloir donner envie, il va falloir donner forme en fait à cette Europe, la rendre très concrète. Sur ça, je m'interroge. C'est à peu près ce que dit, d'ailleurs ça fait grincer des dents au sein du gouvernement, c'est à peu près ce que dit un ministre cité par nos confrères du Parisien. Elle connaît à fond ses dossiers, elle a de la répartie, mais elle a un côté professoral, techno, qui n'est pas très France des Gilets jaunes. Agnès Buzyn a plus d'empathie, elle aurait fait une meilleure candidate. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique de Montvalon? Un ministre courageusement anonyme. Absolument, Oui, je vous le confirme. Il faut quand même le dire. Hein, bon. Bon, c'est compliqué de le dire. Écoutez, la page est tournée, mais moi, comme journaliste, je pensais qu'Agnès Buzyn était un choix intéressant et je peux dire politiquement excitant. Effectivement, comme vous l'avez dit, la candidate qui a été choisie, c'est une Européenne convaincue. C'est quelqu'un qui ne se laissera effectivement, je vous rejoins tout à fait, pas déborder parce qu'elle connaît ses dossiers par cœur. Face à Marine Le Pen, on la guettait, certains même attendaient beaucoup d'elle. Elle a été quand même un peu décevante avec un espèce de truc de com à la fin en disant je ne suis pas candidate, puis après avoir parlé brièvement en disant finalement je vous ai écouté, je vais me porter candidate. C'est décousu de fil blanc.
Oui. C'est cousu de fil blanc, ou je ne sais pas quelle couleur j'aurais choisi, mais en tout cas, c'est pas... La ficelle était un peu grosse. Bon, la dirons-nous. ficelle était un peu grosse. Je dirais, donc voilà, c'est un beau défi pour elle et on l'attend au tournant. Notons quand même que, sauf s'il y a une surprise de dernière minute, il va y avoir Pascal Canfin à ses côtés, en numéro 2 sur la liste. Il vient de quitter WWF France, voilà. absolument. Mais de toute façon... Ça vous rassure qu'il y a un homme, j'ai l'impression, c'est ça, Non, ça non, vous met non, plus en non, confiance. bah, je vais vous dire quelque chose qui peut-être vous paraîtra donner... Non, c'est la carte écolo. Je vous ai dit d'accord. que, C'est je la vous ai carte dit que écolo. j'aurais été emballé par, si j'ose dire, politiquement parlant, par Agnès Buzyn. Vous voyez ? Ah non, non, C'est non, vrai, non, c'est vrai. c'est pas le genre là. Vous allez. Non, mais le patron, de toute façon. Ben, c'est ce que j'allais Voilà, vous Bah, demander. le patron, c'est Macron. Bien sûr. Évidemment. Je dis, c'est- Et j'allais Elle vous parler sera de ça, son premier justement. lieutenant si tout marche bien. Est-ce qu'elle n'a pas ce côté bon soldat, j'allais dire, candidate Ah oui. Godillot, pardon pour l'expression un peu irrespectueuse, mais est-ce que c'est pas finalement cela qui va rendre service à Emmanuel Macron? Elle va appliquer à la règle le programme d'Emmanuel Macron? Bah, là, on commence à avoir les premiers noms de cette fichue liste qu'on attend désespérément depuis très très longtemps. Et on ne voit pas la patte l'oiseau. Eh oui. Voilà. Donc, Il y en a c'est une toujours- Oui, on peut dire qu'il y a une patte Macron. Voilà. Ah oui, le patte Macron, On oui. va chercher effectivement Oui, partout. absolument. Mais il n'y a pas de patte l'oiseau. On ne voit pas quelle personne elle a éventuellement réussi à faire avancer, ne serait-ce qu'une, sur les 10 premiers noms. Voilà, moi je vois personne parmi les 10 premiers noms qu'on commence à savoir. Donc effectivement, oui, c'est Macron qui donnera le là et il faut accepter d'être derrière. Là où je voudrais juste Rebondir. ou un petit bémol sur la candidature d'Agnès Buzyn. Moi, je ne sais pas pourquoi Agnès Buzyn cette candidature-là a autant pris. Parce que malgré tout, sur les questions d'immigration au niveau européen, sur les questions d'environnement, d'écologie, sur les gros dossiers en fait qui attendent l'Europe, je vois vraiment pas ce qu'Agnès Buzyn avait en plus, allait pouvoir raconter de très concret, On etc. était davantage dans On le la symbole. connaît. Voilà, c'est un symbole en fait. Et elle n'est pas très punch non plus politiquement. Je vois pas, face à Marine Le Pen par exemple, si elle aurait mieux fait qu'une Nathalie Loiseau, dont vous disiez à l'instant qu'elle C'est n'était pas QFD, exceptionnelle. Donc- Mais attendez, on va pas s'attarder, si Oui, parce vous que c'est permettez, du fini. sur une page qui est tournée de toute Vous façon. avez raison. Mais disons que, ne cherchant pas l'originalité, je vous répondrai qu'il y a un potentiel, peut-être que je serais surpris par la candidate qui a été choisie, il y a un potentiel chez Agnès Buzyn qu'on aurait aimé Voir vérifier exploiter. à l'épreuve des faits, voir ce qu'elle est capable de faire. Et d'ailleurs, le dernier n'a pas dit sur d'autres terrains. Alors, on va rester sur les européennes. Je voudrais qu'on revienne sur les débuts de Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste. Le philosophe commence tout juste à répondre aux très longues interviews politiques. Une des principales critiques qui lui est adressée, et elle risque de revenir très souvent, c'est qu'il est un bobo parisien. Écoutez ce qu'il répond. Notre liste, elle ne va pas être une liste de bobos parisiens, je vous rassure tout de suite. Mais ensuite, c'est pas en 2 mois, il ne faut pas mentir. Moi, je ne viens pas là pour vous dire en 2 mois, on va résoudre ce problème qui se pose à la gauche depuis 30 ans. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais à part ça, je vous invite, et je serais ravi que vous veniez avec nous, lors de nos conférences à Dunkerque ou à Amiens, et vous verrez qu'il n'y a pas que des bobos parisiens qui nous rejoignent. Alors, bobo ou pas bobo, le candidat semble en tout cas séduire. On l'a un peu vu dans le sujet d'Adrien Develay tout à l'heure. On va regarder en détail ce sondage qui vient de paraître. C'est l'enquête Harris Interactive qui montre une légère remontée des socialistes à 2 mois du scrutin. La liste PS est à 7% des intentions de vote. Elle était, je vous le rappelle, à 5% il y a quelques semaines, le 10 mars, avant sa désignation. Le PS est désormais à égalité avec Europe Écologie Les Verts. Alors, je sais bien que 7%, c'est vraiment pas grand-chose. Mais quand même, est-ce qu'il y aurait un petit effet Glucksmann, Karine Bécard? Je pense qu'on s'emballe. Sans méchanceté. Non, c'est ce qu'on appelle une entrée dans l'atmosphère. Voilà, il arrive. Désormais, c'est officiel, il est dans le jeu. J'ai envie de dire, c'est le même effet qu'a connu, souvenons-nous, on oublie vite en fait les choses, mais c'est le même effet qu'a connu Benoît Hamon, juste après avoir gagné la primaire des socialistes. Il y a eu un petit effet Hamon, à ce moment-là, il avait encore... Un petit espoir. Il y avait un petit espoir. À ce moment-là, il avait encore un chiffre à 2. Enfin, il y avait 2 chiffres, hein, parce qu'après. Et puis en fait, très vite, il a dégringolé parce que derrière, on entre vraiment dans le vif du sujet. Il y a vraiment des choses à défendre.
défendre. Et Raphaël Glucksmann va de toute façon avoir un problème de cohérence ou d'incohérence à régler. Il était venu normalement pour rassembler la gauche. Ouais. Il n'a pas réussi à la rassembler, mais il nous explique qu'il faut quand même qu'il y aille. Je veux dire, là, il va falloir quand même, ça va être extrêmement difficile pour lui de nous expliquer ça. Et puis je pense qu'il y a un deuxième problème chez Raphaël Glucksmann, c'est le problème de la sincérité, en fait, de la sincérité politique. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fait de nous dire directement, j'ai envie de faire de la politique. J'ai envie d'y aller, en fait. J'ai envie d'en découdre. J'ai été plusieurs fois conseillée auprès de grands hommes ou pas, en tout cas de certaines personnes, de certaines personnalités politiques. Et puis aujourd'hui, j'ai envie d'en faire vraiment, d'être dans l'active. Cette sincérité politique, de toute façon, cette question-là, l'électeur la ressent toujours. Vous voulez dire qu'il y a une ambition cachée qu'il n'assume pas ? Ouais, enfin, qui ne l'assume pas. En tout cas, c'est pas ce qu'il a envie de mettre devant. Ouais. Et je pense qu'on gagne toujours des points à être sincère en politique, à afficher vraiment en fait ce qu'on est. Et là, oui, je trouve qu'il cache une partie de son jeu, en fait. C'est marrant parce que moi, j'allais vous dire au contraire, il pourrait séduire justement parce qu'il a un peu cette fraîcheur du non politique affiché depuis plusieurs années. Il n'a pas tout à fait les codes. On l'a encore vu hier dans son interview sur LCI où il ne parle pas tout à fait de la même manière qu'un Laurent Wauquiez ou Jordan Bardella, vous voyez. Oui, de toute façon, il ne dirait pas la même chose. Hein. Non, je ne parle même pas du fond, mais même sur la forme. Non, mais vous faisiez la comparaison avec Benoît Hamon. Là, la différence, enfin il y en a quelques autres, mais c'est qu'il part d'un seul chiffre et très très bas. Donc s'il a une possibilité, c'est de remonter un peu, tandis que ça a été un petit peu le toboggan pour Benoît Hamon, mais enfin ça c'est une autre histoire qui est derrière nous. Un effet Glucksmann ou pas, Dominique ? Attendez, dans l'état où est globalement la gauche atomisée et dans l'état catastrophique où se trouve le PS qui a été incapable de sortir, c'était pas obligatoire, mais de sortir de ses rangs quelqu'un qui puisse être son leader, quand on pense ce qu'a été le PS pendant 30 à 40 ans, en gouvernance de la France ou en chefferie de l'opposition à l'époque à peu près unie, c'est quand même assez incroyable. Alors, il a pour lui, pour le moment, sa différence, sa nouveauté. Il n'est pas connu. Ah si, il est connu du monde bobo parisien, vous allez me le dire. Et du monde médiatique parisien, puisque non mais médiatique, politique, intellectuel. Oui, mais c'est pas donné. Ces élites qu'on connaît. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde et ça lui a valu quand même quelque chose d'impressionnant. Je sais pas s'il faut, j'ai pas envie de dire une campagne de presse, mais enfin en tout cas il y a une presse, voilà, on va dire ça comme ça, une presse incroyable. Le plus de %, il vient de là aussi largement. Une presse incroyable. Il arrive tout de suite. Enfin je veux dire, il fait acte de candidature, c'est sur France Inter. Je suis bien placé pour le savoir. Ce week-end, il était déjà chez RTL. Je pense qu'il y a énormément. Il manque les inrecuptibles, mais je sais pas, c'est pas. Il l'a fait aussi. Souvenez-vous de la polémique où on voyait avec un. Ah oui, mais un nouvel inrecuptible maintenant qu'il est. Donc il a une étiquette. Attendez, il n'arrivera pas à se débarrasser. Il peut être une bonne surprise. Oui. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Et ce qui est amusant, c'est la façon dont il dit oui, je suis bobo, mais je ne serai pas que bobo, en quelque sorte, à peu près son discours. Compliqué, parce qu'il commence déjà à avoir un problème de positionnement personnel. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas sot, qui est même intéressant. Je ne sais pas si la grève prendra, mais je ne fais pas de pronostic là. Et globalement, entre Manon Aubry pour la France Insoumise, François-Xavier Bellamy du côté de LR, ici Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, est-ce que finalement ces européennes, c'est pas un peu le scrutin test pour les partis, pour tester une nouvelle génération, des nouveaux visages? Et est-ce qu'on n'a pas fondamentalement besoin de nouveaux visages en politique? Est-ce qu'il n'y a pas cette attente du citoyen? Je pense qu'il y a l'effet Macron. C'est-à-dire Macron, effectivement, nous a mis au devant énormément de têtes inconnues, jeunes, qui viennent de la société civile, qu'on fait d'autres choses avant. Tous les autres partis suivent. Ouais, enfin, je veux dire, voilà, il y a eu un effet de mode qu'on a essayé de suivre. Après, est-ce que ça va marcher pour autant? Moi, j'ai quand même le sentiment que, en tout cas pour certains, c'est vraiment des marionnettes. Et en fait, il y a le chef de parti qui est vraiment juste derrière. Regardez, quand s'expriment certains d'entre eux, je pense à Manon Aubry, ou je pense à Manon Aubry, par exemple. Oui. Qui on entend Jean-Luc Mélenchon, d'après vous? Quand Jean-Luc Mélenchon décide de faire une tribune sur l'Europe, je rappelle juste que Manon Aubry avait à peine été mise au courant. Même chose pour Laurent Wauquiez, qui fait une tribune dans Le Monde sur l'Europe. François-Xavier Bellamy a juste eu le temps de la lire avant qu'elle soit publiée. Enfin, je veux dire, soyons juste raisonnables. Raphaël Glucksmann ne sera pas la marionnette d'Olivier Faure, pour le coup. Non, ça, je pense pas. Mais la prime au jeunisme avec Emmanuel Macron, c'est un peu passé de mode. Si la politique, c'est autre chose que des modes. Mais surtout, moi, je suis frappé de la façon, mais je le comprends, dont vous dites ça va être un scrutin test. Ouais. C'est surtout un scrutin piège. Et ce que je vois, c'est moins globalement
le choix par les différents chefs de parti ou assimilés de mettre en avant des jeunes qui renouvellent l'image du parti, qui renouvellent l'image du projet, qu'une fuite personnelle devant ce qui risque d'être dramatique. Parce que les élections européennes, c'est à la fois capital, étant donné l'enjeu, l'Europe qui est aujourd'hui menacée carrément de désintégration avec des forces extérieures, Et on y a et pas consacré seulement beaucoup trumpistes d'émissions ici. qui pèsent là-dessus, mais c'est aussi, il y aura... Je ne pense pas prendre beaucoup de risques, c'est-à-dire il y aura encore beaucoup d'abstention et puis une dispersion des voix telle que quel est le senior en politique qui prendrait le risque de jouer son avenir personnel en s'engageant. Alors c'est bien, on se donne le beau rôle en mettant des jeunes. Bon, pour le PS, c'est un petit peu différent, mais on en a parlé tout à l'heure. En fait, ce sont les ténors qui ont fui plus que les jeunes qui ont été mis en avant. Non, mais il y a quand même une partie de la classe politique qui s'est retrouvée ultra ringardisée Ah oui. avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Donc il y a des gens, enfin je veux dire, on n'imagine pas par exemple Pour LR. autant, prendre un débutant chaque fois, Bardella... Oui, alors Bardella, c'est le grand débutant, mais chez LR, même par Manon exemple, Aubry, on que peut vous pas avez imaginer cité. mettre un Brice-Hortefeux, enfin, ça serait totalement décalé par rapport à mais la d'accord, vie alors là, si politique dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce d'effet de mode qu'il faut suivre, quoi, voilà, et dans laquelle on a plongé, et dans laquelle Entre on Brice est. Hortefeux et Manon Aubry, on peut trouver, en termes de Juste posture, au milieu. des gens intermédiaires. Mais bon, Attends, je continue quand même chacun à prend ses penser responsabilités. qu'on est face à des gens qu'on peut, alors pas manipuler, parce que je ne pense pas qu'on puisse par exemple manipuler un François-Xavier Bellamy, par exemple, mais politique fiction, il fait un joli score, puisque LR est plutôt dans une dynamique un peu remontante. Il fait un joli score. Je ne pense pas qu'il ait les codes, qu'il ait les méthodes pour dire, alors en Wauquiez, bon, bah, je sais pas, il faut me laisser les clés du parti. oui, ou, enfin, alors là, vous voilà, mettez on n'est dans pas, oui. on n'est pas dans les Non batailles. seulement il n'a pas les codes et les clés, mais là, vous mettez la barre très très haut. Là. Bah oui, S'il mais fait enfin- un bon score, ce qui n'est pas encore acquis, mais après tout, on ne sait jamais. Non, non, mais c'est ce que j'ai dit, j'ai dit Si politique fictionnelle. derrière, dans sa posture, il disait à Wauquiez, d'autres auraient envie de lui dire. Mais d'autres pourraient lui dire, en mais s'appuyant sur... lui, Allez, là, je vous mettez voudrais la barre très haut. Hein. Je voudrais qu'on prenne 3 minutes pour s'arrêter sur les propos d'Emmanuel Macron qui font polémique. Le président a accordé une interview à nos confrères de Nice Matin et il a réagi au cas de Geneviève Leguet, 73 ans, militante d'attaque, gravement blessée lors d'une manif des Gilets jaunes interdite samedi. Voici ce que lui souhaite le président. Un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Fin de citation. Alors nous, à Public Sénat, ça nous a rappelé cette phrase qu'avait prononcée dans Le Monde Robert Pandreau, secrétaire d'État chargé de la sécurité auprès du ministre de l'Intérieur en 86, Charles Pasqua, après la mort de Malek Oussekine. La mort d'un jeune homme est toujours regrettable, mais je suis père de famille et si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con dans la nuit. Alors les mots sont évidemment pas les mêmes, le contexte n'est évidemment pas le même, mais est-ce que c'est un peu la même logique, Karine Bécard ? Alors, vous me prenez de court parce que pour le coup, je n'avais pas effectivement cette référence de Pandreau. Moi j'ai tendance à penser juste deux choses sur cette affaire. La première, c'est que Emmanuel Macron parle clairement d'une adversaire politique. Voilà, c'est une militante à attaque. Je pense qu'il partage absolument rien Est-ce qu'un l'un et l'autre. président de Non, la je pense République... qu'on est juste dans, et ça c'est la deuxième chose, on est juste dans Emmanuel Macron qui ne peut pas s'empêcher d'être comme ça, de donner des leçons. Emmanuel Macron, quand il fait le grand débat national, il nous montre qu'il a réponse à tout, qu'il sait tout, qu'il est meilleur que les autres. Et là, il nous explique que lui, il sait. Et lui, il sait que la manifestation étant interdite, il ne fallait pas les manifester, et surtout si on a 73 ou 74 Donc il ans. fait la leçon à une femme qui est sur un lit d'hôpital. Exactement. Et en fait, ce qui est incroyable, en fait, enfin bon, moi j'aime pas toutes ces petites phrases. Enfin, je finis par être fatiguée d'avoir à commenter ça, mais ce que je trouve juste incroyable, c'est que dans le contexte de cette crise des Gilets jaunes, qui n'est toujours pas terminée au bout de 19 samedis, on vient de passer 2 mois d'un grand débat national qui devait révolutionner la vie politique, c'est-à-dire on écoute les Français, on essaie de porter leurs paroles. Bon, finalement, on a Emmanuel Macron qui n'a pas changé. Et qui ne tire pas lui-même les Sa leçons, supériorité a sans doute été une des étincelles qui a lancé, qui a fait exploser en fait cette crise des Gilets jaunes. Et finalement, on en est encore là. Rien n'a changé. Dominique. Oui, alors vous utilisez diplomatiquement ou tactiquement le mot supériorité pour ne pas utiliser le mot qui était le mot convenu qui a été plusieurs fois utilisé d'arrogance. Son arrogance c'est spontanée. l'arrogance, Non, mais d'accord, je le traduis, Complètement. je l'entends comme ça, ce que vous dites.
Écoutez, l'idée qu'avec ses bons et ses mauvais côtés, chacun fait la part, établit les proportions qu'il entend, Emmanuel Macron va changer, serait une idée folle, il ne changera pas. Là, il aurait pu se garder de ces commentaires qui me paraissent à la fois absolument inutiles, contre-productifs et plein de bon sens. Parce que, Oui, mais c'est vrai, voilà, tout ça. plein de bon sens. Bien sûr. Mais est-ce le rôle d'un président de la Voilà. République que de commenter des... Il avait promis de prendre de la hauteur. Enfin, il avait promis aussi d'être en retrait. Il se laisse aller. C'était pas très inspiré. Pour autant. Non, mais il ne peut pas s'en empêcher, en fait. C'est la seule chose que ça révèle. Il ne peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher. D'autres auraient pu, je ne mets pas sur le même plan, mais d'autres auraient pu nous éviter, puisque nous avons suivi ça de près à la minute, les minutes où tout se passait. Par exemple, l'avocat qui nous a expliqué, elle est dans le coma, elle s'en remettra pas, c'est les policiers qui lui ont marché dessus. Bon, tout ça est un peu plus compliqué, et je pense que chacun, mais enfin, c'est normal qu'on s'intéresse d'abord au président de la République. Eh ben, il aurait dû se taire. Et Voilà. on va s'arrêter sur cette idée. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, ça continue. #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter, vous connaissez le principe. On va maintenant s'arrêter sur cette visite ultra stratégique du président chinois à Paris. Quand on parle de la Chine, on pense 1,5 milliard d'habitants, des milliards d'investissements, un développement économique hors norme. Bref, on parle d'un géant qui pourrait tout écraser sur son passage, et en particulier l'Europe. Faut-il en avoir peur? L'Union européenne peut-elle faire le poids? On va se poser toutes ces questions après ce sujet de Jonathan Dupriez qui nous explique en quoi consistent les nouvelles routes de la soie, projet pharaonique de la Chine. Regardez. C'est un projet pharaonique lancé fin 2013 par le président chinois Xi Jinping. Les nouvelles routes de la soie sont un vaste programme d'investissement dans tous les domaines. Industrie, transport et même télécommunications. En s'appuyant sur des voies terrestres et maritimes, la Chine espère s'implanter durablement en Europe et en Afrique. À l'heure actuelle, l'Empire du Milieu aurait déjà investi plus de 200 milliards d'euros dans 60 pays. Présentés comme gagnant-gagnant par les Chinois, ces investissements sont très largement à leur bénéfice. Les entreprises qui participent, qui construisent tous ces projets d'infrastructure sont à 90% chinoises. Donc même si, encore une fois, le discours est un discours de coopération, dans la réalité, on est bien loin de ça. Et puis, encore une fois, les contrats sont faits de gouvernement à gouvernement dans une opacité assez totale. Derrière les enjeux économiques, certaines puissances occidentales dénoncent surtout les visées géopolitiques de Pékin. Un sentiment renforcé par la récente signature de l'Italie d'un accord non contraignant pour entrer dans les nouvelles routes de la soie. C'est le premier pays membre du G7 à rejoindre le projet chinois. Du côté du président français, pas question de franchir le Rubicon. Emmanuel Macron plaide lui pour une stratégie européenne commune pour canaliser les investissements chinois. En janvier 2018, en Chine, le président français avait même mis en garde son homologue Xi Jinping contre d'éventuelles velléités hégémoniques liées aux nouvelles routes de la soie. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Président de Reporters sans frontières, chroniqueur à France Inter et auteur de Géopolitique de la Chine, ainsi que de L'homme qui a défié Pékin, qui sort en mai prochain. Christian Macarian, bonsoir. Directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. Merci à vous aussi d'être ici. Elvire Fabry, bonsoir. Chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Alain Frachon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste au Monde et auteur de La Chine contre l'Amérique. Merci à tous les quatre d'être ici. D'abord, cette nouvelle route de la soie voulue par le président chinois, Pierre Aski. Il faut le voir comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle pour la France, l'occasion de faire du business. Comment percevoir cette démarche énorme, monstrueuse du président chinois? Alors, la France a refusé jusqu'à présent de cautionner les nouvelles routes de la soie, tout comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. En fait, il y avait les grands pays européens s'étaient entendus l'année dernière lors du premier grand forum des routes de la soie à Pékin pour ne pas signer un texte qui abaissait en gros les standards internationaux en termes d'endettement, de gouvernance, etc. Et là, il vient d'avoir un coin dans cette unité avec la décision de l'Italie de signer un protocole d'accord avec la Chine sur ces routes de la soie. Je ne suis pas sûr qu'il faille dramatiser la décision italienne, elle est une vraie rupture de cette unité européenne. Mais en ce qui concerne la France, Emmanuel Macron essaye d'avancer sur une voie étroite qui est de ne pas entrer en confrontation avec la Chine en rejetant complètement la coopération avec ce pays dont on craint l'hégémonie, mais dont on ne peut plus se passer. Et de l'autre côté, il n'accepte pas de rentrer dans le jeu de Pékin. Donc cette voie est assez étroite, elle est affaiblie par l'attitude de l'Italie, mais elle tient parce que
il y a un contexte international. La Chine n'est pas aussi conquérante qu'elle pouvait l'être il y a encore un an. La guerre commerciale avec les États-Unis pèse beaucoup. L'affaiblit. Et donc, Xi Jinping a intérêt à cultiver, malgré les divergences, l'amitié des pays européens. Et ce projet de nouvelle route de la soie est dans les tuyaux depuis pas mal de temps. On l'a vu un petit peu dans le sujet. Emmanuel Macron avait déjà fait part de sa méfiance en janvier 2018. Lors de sa visite d'État en Chine, voici ce qu'il avait déclaré très exactement. Elles ne peuvent être les routes d'une nouvelle hégémonie qui viendrait en quelque sorte mettre en état de vassalité les pays qu'elle traverse. Christian Macarian-Lémo était déjà fort. Ce risque existe, cette hégémonie, ce risque de vassalité des pays qui traversent les routes de la soie ? Alors, vassalité, je ne sais pas, mais on est dans une inflation de vocabulaire, puisque le 12 mars dernier, l'Union européenne a parlé de rival systémique à propos de la Chine, que Emmanuel Macron lui-même a dit que le temps de la naïveté, c'est son expression, et on la l'écoutera naïveté tout à l'heure, européenne est terminée. Donc on voit bien qu'il y a une escalade verbale, mais qui ne correspond pas forcément à des mesures concrètes. L'Europe avance encore désunie. Il ne faut pas être pessimiste de mon point de vue, parce que c'est un schéma évolutif. La décision italienne dont Pieraski vient de parler est à relativiser, parce que ça n'est pas une décision stratégique majeure, même si c'est une inélégance affirmée à l'égard de l'esprit européen. Je crois que le jeu de Emmanuel Macron est de prendre en gros la tête d'un mouvement européen. C'est un rôle aussi que se cherche Emmanuel Macron. Bien sûr. Et pas uniquement dans la guerre. Il l'a encore déclaré ce soir lors d'une conférence de presse. Il souhaite une Europe à l'heure des choix et il souhaite un partenariat Europe-Chine fort. Voilà, c'est dans ce sens que demain, on verra à Paris Jean-Claude Juncker et Angela Merkel, de façon à ce que la France, en gros, prenne la tête de la réaction du soulèvement contre la Chine et surtout arrête, je crois surtout principalement, le sharp power chinois. On n'arrêtera pas l'avancée de la Chine de manière générale, mais on peut arrêter ou cantonner l'agressivité commerciale de la Chine, son non-respect de la propriété intellectuelle et de toute façon... Éventuellement des droits de l'homme. Éventuellement des droits de l'homme, à mon avis, ça vient en dernier. Oui. Je suis désolé de le dire, mais il faut être concret. Et surtout, il faudra prendre en compte le caractère tout à fait incontournable de l'avancée chinoise, qui n'est plus du tout l'atelier du monde depuis belle lurette, mais qui est maintenant tellement avancée en matière d'intelligence artificielle, de numérique, de tout ce qui façonne notre mode de vie au quotidien et qui détermine les économies. La Chine est un pays qui peut avoir besoin de l'Europe, puisqu'il est désormais à moins de 7% de croissance, ce qui est faramineux pour nous en Europe, mais ce n'est plus du tout les taux de croissance auxquels on assistait en Chine depuis des années. Donc il y a une espèce de terrain d'entente possible à condition de trouver le bon langage. Mais paradoxalement, et j'en termine là, la guerre froide, commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine n'est pas profitable, à mon avis, à l'Europe. Parce que justement, les Chinois peuvent avoir un intérêt majeur à pressurer un peu plus l'Europe, parce qu'ils vont devoir faire des concessions aux États-Unis. Et on va en parler. Elvire Fabry, toute la journée, sur toutes les télévisions, dans tous les articles, on a eu cette question, la Chine, faut-il en avoir peur ? Quel est votre point de vue ? On entend deux points de vue relativement optimistes et plutôt mesurés. Vous êtes d'accord avec cela ? Écoutez, les investissements chinois, on en a besoin, comme on a besoin de tous les investissements du monde entier. Et l'Union européenne reste le premier espace d'accueil des investissements étrangers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des préoccupations spécifiques dans les investissements qui sont faits dans l'Union européenne ces dernières années, non seulement parce qu'ils ont augmenté, il y a eu un pic là récemment par rapport à 2016-2017, parce que la Chine elle-même a réduit le volume de ses investissements étrangers dans le monde et qu'elle réglemente davantage l'exportation de certains investissements étrangers. Mais ces investissements, non seulement ils vont davantage vers l'acquisition d'entreprises que vers la création d'entreprises. Il n'y a que 5% de création d'entreprises à l'issue de ces investissements. Et puis surtout, c'est la présence c'est des investissements qui sont conduits très largement par des entreprises publiques chinoises. Et ce sont des entreprises publiques dont on sait qu'elles bénéficient de systèmes de subvention qui sont particulièrement opaques, que l'on n'arrive pas à contrôler. C'est tout le problème de l'opacité des conditions d'investissement.
Et enfin, et donc on sait que c'est le gouvernement chinois qui est derrière, c'est le Parti communiste qui est derrière. C'est pas quelque chose de neutre quand ça se concentre sur des secteurs particulièrement sensibles, en commençant par les infrastructures, on a envie de penser aux infrastructures portuaires. Alain Frachon, est-ce qu'il faut avoir peur de cette Chine? On entend les États-Unis parler de visées géopolitiques. Est-ce que ces routes de la soie pourraient accentuer le pouvoir d'influence de la Chine à travers les pays qu'elle traverserait? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Écoutez, c'est sans doute un des principaux problèmes de la politique étrangère qui se pose à un pays comme un pays européen, voire même à l'Union européenne. Tous les investissements en infrastructure que fait la Chine sont des investissements qui sont relativement normaux pour un pays comme la Chine, c'est-à-dire qui a décidé qu'elle acceptait sa dépendance à l'égard des marchés étrangers. Elle n'a pas le choix, elle importe toutes ses matières premières, elle importe énormément de produits agricoles, etc. etc. Donc la Chine... Il ne faut pas y voir de lourd. Alors la Chine, si vous voulez, il y a une sorte de tendance naturelle à vouloir protéger les routes terrestres et maritimes de ces investissements. Naturellement, tous ces investissements sont ce qu'on appelle ont une nature duale. C'est-à-dire que, évidemment, en cas de conflit, on peut toujours faire des scénarios. C'est des investissements qui peuvent servir aussi. Mais est-ce qu'il faut en avoir peur? La question, on ne peut poser cette question que si on comprend que la Chine est là, de toute façon. De toute façon, la Chine est là. La question qui se pose vraiment, c'est quel type de rapport on entretient avec. Je vais vous donner simplement 4 chiffres, par exemple. La Chine, à l'horizon 2050, représentera près de 20% du PIB mondial. Elle aura la richesse la plus élevée. Elle sera le pays qui produit le plus de richesse. L'Inde, 15%. Les États-Unis, 12%. L'Union européenne, 9%. Ça ne veut pas dire que nous perdons nos capacités de négociation, puisque à ce jour, nous sommes le principal partenaire commercial de la Chine. Donc ça veut dire que nous avons des moyens de pression, des moyens de négociation. Et cette négociation, naturellement, la Chine préfère la mener de manière unilatérale, parce que c'est beaucoup plus facile, pays par pays. Et c'est là où la démarche de Macron est très importante, à mon avis, et très très importante, c'est de dire, vous voulez une relation bilatérale avec nous? Eh bien non, moi je vais vous imposer une relation multilatérale, même si elle n'est pas prévue au départ. Je vais inviter Juncker, le patron de la Commission, et je vais inviter Mme Merkel en tant que principale puissance économique de l'Union. Alors, pardonnez-moi, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute Yannick Jadot, parce que la Chine effraie l'Europe, mais elle séduit aussi, et donc elle la divise. Alors, si Pékin se servait éventuellement de ces milliards pour fracturer le continent, pour Yannick Jadot, c'est très clair, ça relève même d'un projet politique. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. C'est d'abord un projet politique d'hégémonie sur toute l'Asie et c'est un projet politique aujourd'hui de fracturation de l'Union européenne. La Chine ne parle jamais à l'Union européenne. Elle parle aux dirigeants européens et elle achète systématiquement la complaisance des dirigeants européens par rapport à ce projet politique. Oui, on l'entend ce discours alarmiste. Il est fondé ou il n'est pas fondé? Moi, je trouve que la manière dont parle Yannick Jadot est excessive. D'abord, il y a un dialogue entre l'Union européenne et la Chine. Le prochain sommet a lieu début avril à Bruxelles. C'est le Premier ministre chinois Li Keqiang qui vient le mener. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la Chine a eu une stratégie, disons, de prendre l'Europe par appartement. Elle a créé cette structure qui s'appelle 16+1. Le 1, c'est la Chine, et les 16, c'est une partie de l'Europe, de l'Union européenne. Mais est-ce qu'il y a une volonté de nous diviser? C'est quand même la question. Le problème, c'est que l'Europe n'existait pas. Il faut bien le dire qu'au cours de la dernière décennie, l'Europe s'est étiolée. L'Europe a cessé d'avoir une vision commune et un affichage commun, et que la Chine en a profité. Mais je voudrais dire une chose, c'est que ce qui est intéressant dans la période actuelle et ce qui se joue peut-être demain matin dans cette rencontre dont on parle depuis tout à l'heure avec Juncker et Merkel, c'est que depuis en gros 15-20 ans que la Chine a cette croissance rapide et qu'elle est en train d'émerger sur la scène internationale, on l'a traitée comme un pays émergent. C'était le mot consacré, un pays en développement qui était en rattrapage, et on l'a regardé avec un peu de condescendance en disant « Ok, il nous rattrape, c'est très bien, mais nous, on est les maîtres du monde ». Aujourd'hui, on a bien pris conscience et on sait que ce n'est pas comme ça que ça se joue, que la Chine est la puissance, Alain a donné des chiffres éloquents, est la puissance dominante de demain.
est-ce qu'elle sera pour autant hégémonique? Il y a une règle du jeu à trouver dans un nouvel équilibre du monde qui n'est pas celui de la période dont on sort, qui est la période de l'après-guerre froide, où les États-Unis étaient la puissance dominante et quasiment hégémonique. Aujourd'hui, il y a un équilibre à trouver entre ces différents pôles. Ce qui est important, c'est que l'Europe était absente de cette réorganisation du monde et que tout d'un coup, elle essaye, en tout cas, il y a un pôle à l'intérieur de l'Europe qui essaye d'émerger comme un des piliers de ce nouveau monde. Elvire Fabry. Sur la question de la division, c'est vrai que ce qui a particulièrement préoccupé là, à l'occasion de cette visite d'État de Xi Jinping en Italie, c'est qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines, l'Italie s'était abstenue sur le vote qui devait mettre en place le mécanisme de contrôle des investissements étrangers. C'est le seul pays, avec le Royaume-Uni qui est en train de sortir, qui s'est abstenu, avec par ailleurs un Salvini qui fait des déclarations depuis longtemps, dont on sait quelle est sa position vis-à-vis du budget européen et qui a déjà hautement, à haute voix, fait savoir qu'il accueillerait largement les investissements chinois. Maintenant, ça vient à un moment où il y a une initiative européenne qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps à venir. Ce mécanisme de contrôle des investissements est comme une initiative majeure. Par ailleurs, là, la Commission arrive, ça a été dit tout à l'heure, est arrivée en fin de semaine dernière, en vue du sommet UE-Chine, avec beaucoup de propositions. La volonté d'introduire de la réciprocité sur les marchés publics, la volonté de presser Xi Jinping déjà sur les négociations qui sont en cours et qui patinent complètement sur les questions d'investissement, mais également sur la propriété intellectuelle, sur l'aviation. À ce moment-là, si les Chinois veulent être sérieux, et notamment dans le cadre des réformes du multilatéralisme et de l'OMC, parlons sérieusement et prenons des engagements. Et là, la Commission a l'intention de proposer un agenda collectif aux Européens pour véritablement mettre en avant à la fois des exigences et des sanctions aussi. Mais est-ce que la Chine essaye de nous diviser, notamment grâce à ces milliards? Je voudrais juste vous donner à mon tour quelques chiffres. Ceux du cabinet Baker McKenzie repris par Challenge. Les investissements chinois se sont effondrés en 2018 en Europe et en Amérique du Nord, moins 73%, mais ils ont explosé en France, plus 86%. En 2018, Paris s'est hissé à la 7e place des 10 cibles préférées de Pékin, avec un total d'1,83 milliard de dollars d'investissement entrant. Et on apprend ce soir qu'un méga contrat Airbus vient d'être signé, en tout cas annoncé, 290 avions. Christian Macarian, est-ce que finalement, la Chine ne nous divise pas en nous proposant ces milliards? Oui, mais... Tout le monde veut une part du gâteau, et donc ça divise l'Europe, oui ou non? Oui, mais comme ça a été dit, l'Europe est en grande partie responsable de cette mollesse et de la vulnérabilité qu'elle a offert à l'agressivité commerciale chinoise, qui n'est pas en elle-même surprenante. Moi, je m'inquiéterais davantage des menées chinoises en matière militaire, par exemple. Au niveau mondial, les États-Unis sont au-dessus de 660 milliards de dollars de budget militaire, la Russie un peu moins en dessous de 70 milliards, la Chine au-dessus de 110 milliards. C'est la deuxième puissance en termes de dépenses militaires mondiales. Ça, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de la question que vous m'avez posée, mais à mon avis, c'est de nature inquiétante, notamment sur le plan régional, asiatique et particulièrement sud-est asiatique. Mais pour ce qui est du commercial, l'Europe a encore des moyens de répliquer. Un catalogue de 10 mesures a été énoncé par l'Union européenne le 12 mars dernier. Un sommet va s'ouvrir bientôt, dans quelques jours, comme Pieraski l'a rappelé, et on a des possibilités d'apparaître unis face à des questions comme l'accès au marché public. Il y a des mesures très concrètes qui ont été demandées par l'Union européenne. Il s'agit d'une question de solidarité. Simplement, il est exact que la Chine, dans le fameux groupe 16+1, utilise comme cheval de Troie, en particulier, les républiques européennes, membres de l'Union européenne, d'Europe centrale. Des pays comme la Hongrie, comme la Pologne sont très ouverts, pas seulement en raison des anciens liens, pacte de Varsovie, etc. C'est pas ça la raison. C'est qu'il y a une immédiateté de l'investissement chinois qui produit des effets dans des économies affaiblies comme celle de la Hongrie, par exemple. C'est très recherché. Et c'est sur ça que l'Europe doit travailler, sur cette facilité à pénétrer le marché mondial. Au fond, quand on a signé l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, on pensait à un pays qui tirait la langue et
dont en gros le développement était un facteur de paix international, ce qui n'est pas faux par ailleurs. Mais on n'a absolument pas vu que ce pays devenait aujourd'hui un leader, par exemple, en matière d'intelligence artificielle, et c'est incontournable. Pierre Aski, puis Alain Frachon. Oui. L'une des difficultés de cette question des investissements, c'est la question de la réciprocité, parce que c'est ça le maître mot de toute cette négociation. Et le réveil de l'Europe, il date d'une affaire très précise, qui est le rachat par la Chine d'une société de technologie de robots en Allemagne. La tentative de rachat. Non, il y a eu, ça c'est la première, c'était KUKA. KUKA, ils l'ont racheté. Et ça a été le signal d'alarme, ils l'ont racheté KUKA. Que je sache, puisque l'état-major a même été décapité par la suite. Et ça a été le réveil en Allemagne, le signal d'alarme que... Voilà, or, il n'y a pas une entreprise européenne qui serait en mesure d'acheter en Chine l'équivalent de KUKA, c'est-à-dire une boîte de haute technologie, de pointe, etc. Et tant que... pareil pour les appels d'offres publics, d'infrastructures et autres, entre la Chine et l'Europe. Donc, tant qu'il y a ce déséquilibre... je pense que c'est un petit peu de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre un coup d'arrêt à une relation déséquilibrée. C'est pas de mettre un coup d'arrêt à la relation. Et les chiffres que vous donnez, vous voyez, 1,5 milliard et demi d'investissement, c'est peanuts. C'est très léger, c'est-à-dire que... non, mais ça augmente en France. C'était ça qui était intéressant, c'est que ça baisse sur toute l'Europe, mais que ça augmente à Paris. Par rapport à la masse des investissements étrangers qui sont déversés en Europe, c'est pas grand-chose. Mais Airbus, ça met Paris dans une position compliquée. Airbus, c'est pareil. Airbus, d'abord, c'est une entreprise européenne. Et puis, ça n'est pas, on ne crée pas une dépendance. Il y a en plus une ligne de production d'Airbus en Chine. Alors, c'est des A320, c'est l'entrée de gamme d'Airbus. Mais on n'est pas là dans des choses inhabituelles ou qui peuvent provoquer le même type de réaction que KUKA. KUKA, c'était quelque chose, et je pense que la France et l'Allemagne sont en phase sur ce point, c'est-à-dire non à des rachats d'entreprises de pointe, tant que dans l'autre sens, ça n'est pas possible. Et ils sont au moins d'accord sur une chose. Il y a eu un effet KUKA en Allemagne, un contre-effet, c'est incontestable. Les Allemands étaient beaucoup plus modérés et ils sont devenus très irrités contre... Ça a eu beaucoup d'influence sur la position européenne, parce que tant que l'Allemagne ne voulait pas finalement voir, analyser de près ces questions-là, au niveau européen, ça ne pouvait pas bouger. L'Allemagne, qui est une énorme puissance commerciale mondiale, n'est même pas à 6% du marché chinois. La France a moins de 2% du marché chinois. Donc, il faut bien voir que même une puissance industrielle comme l'Allemagne reste à moins de 6% du marché intérieur chinois. Alors, vous avez déjà un peu évoqué cette question. L'Europe a-t-elle été trop naïve face aux géants chinois? C'est l'une des questions majeures posées dans ce débat. La semaine dernière, à l'issue du Conseil européen, Emmanuel Macron a été assez critique à l'égard de la stratégie de l'Union. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Depuis de nombreuses années, nous avions une approche en ordre dispersé. Et, il faut bien le dire, la Chine se jouait de nos divisions. Ça n'est ni un signe de clarté, de cohérence, ni d'ailleurs bon pour nos concitoyens de procéder ainsi. Le temps de la naïveté européenne est révolu. Alain Frachon, le temps de la naïveté européenne est révolu. Il est vraiment révolu ? Écoutez, d'abord, il faut reconnaître à Macron là, une pensée continue dans ce domaine. Parce que même lorsqu'il était candidat, ça faisait partie des mesures qu'il suggérait. Ça ne devait pas avoir une grosse capacité à mobiliser les foules, mais c'était que l'Europe se donne d'un instrument de contrôle des investissements étrangers, comprendre chinois, dans l'Union européenne. Et puis il s'est passé, si vous voulez, il y avait un bloc. Dans l'Union européenne, il y a deux blocs. Il y a la France et les pays latins. Et en ce qui concerne la France, elle impose une manière de colbertisme qui fait qu'elle défend volontiers. Si vous voulez, le libre-échange n'est pas sa nature profonde. Et face, l'Europe du Nord, profondément libre-échangiste. L'Allemagne est probablement le pays le plus libre-échangiste du monde. La Scandinavie et naturellement la Grande-Bretagne. Cet équilibre va changer, pas seulement à cause du départ de la Grande-Bretagne, mais parce que les Allemands ont été véritablement traumatisés par l'histoire KUKA, de cette entreprise de technologie que les Chinois... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont racheté entièrement, il faudrait qu'on regarde ça, parce que j'ai un doute là-dessus. Et donc, ils se sont petit à petit ralliés à cette position-là. Oui, je pense qu'on est sorti d'un moment de naïveté ou d'angélisme qui a suivi l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et en même temps... Il y a toujours cette espèce de danger, quand on parle de la Chine, de la présenter comme ça, comme une sorte d'un bulldozer, à qui
tout réussi. Mais si vous voulez, c'est pas vrai. Reprenons l'exemple du 16 plus 1. Je crois que dans le 16 plus 1, il doit y avoir 7 ou 8 pays de l'Union européenne. Investissement chinois, ça n'a pas marché. Je crois qu'il y en a pas. Ça crois qu'il y en a ou alors 13. vraiment Il y en a de 13. manière totalement marginale. Et donc, je pense qu'ils vont se rallier au plan d'action que suggère la Commission, si vous voulez. En même temps, quand vous regardez comme ça ces deux hommes-là, Xi Jinping, vous avez l'impression qu'il y en a un qui incarne une puissance absolument inarrêtable, inévitable. Ça veut dire qu'il y a du etc. fantasme? Il y a du fantasme. Lui aussi, il a des problèmes intérieurs. Lui aussi, il a des difficultés. Lui aussi, il est combattu au sein même du Parti communiste. Il y a presque un peu d'idéologie de voir ces ambitions mondialistes de Pékin comme... Pour reprendre ce que disait Pia, il y a deux époques, si vous voulez. Pendant longtemps, on les a ignorés. Puissance émergente, puissance, etc. Nous avions encore le monopole de la richesse et de la technologie. Et puis, brutalement, en 3-4 ans, ces dernières années, on a pris conscience que nous n'avions plus ce monopole, que la Chine n'était plus l'atelier du monde, mais un des laboratoires du monde, et qu'elle allait devenir une immense puissance technologique, militaire et économique, naturellement. Et donc, en termes d'un excès à l'autre aussi, la Chine n'est pas non plus ce bulldozer à qui tout réussirait systématiquement que l'on décrit aujourd'hui. Thierry de Montbrial, qui est président de l'IFRI ce matin sur Europe 1, disait « Les Européens doivent devenir acteurs et pas seulement voyeurs ou proies. Tout le monde joue sur les divisions de l'Europe. » Là aussi, toujours ce discours un peu alarmiste. Oui, mais qui est basé sur la réalité de la dernière décennie, qui est effectivement celle de la division, voire de l'inexistence de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a changé le jeu d'une certaine manière, parce qu'il a déclenché cette guerre commerciale. Et il a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas seulement du Trumpisme dans ce que dit Trump sur la Chine. Il s'appuie d'abord sur un consensus bipartisan aux États-Unis. Les démocrates sont en phase avec ce qu'il dit sur la Chine. Et puis il s'appuie sur ce que disent les rapports depuis des années des chambres de commerce américaines et européennes en Chine, qui dénoncent depuis des années des pratiques commerciales, des pratiques de non-respect de la propriété intellectuelle, de dumping, de subventions déguisées, etc. Mais le problème, c'est que Trump le fait à sa manière, et c'est là qu'il fait du Trumpisme, c'est-à-dire de l'unilatéralisme, alors que s'il était venu voir les Européens, les Japonais, les Coréens, il aurait sans doute pu constituer un front, aller devant l'OMC pour dire bon, maintenant on change les règles du jeu parce que ça ne peut plus durer. Il n'a pas voulu faire ça parce qu'il veut détruire ce multilatéralisme qui ne lui plaît pas. L'OMC, c'est pas sa tasse de thé. Et donc, on est dans un monde dans lequel Trump nous force à choisir notre camp parce qu'il est en train de créer une sorte de nouvelle guerre froide. Je ne veux pas sortir de clichés, mais il faut bien le dire. Et en particulier sur le terrain de la technologie. Et donc vous êtes soit avec lui, soit contre lui. Et sur l'affaire Huawei, qui est quand même le cœur aujourd'hui de cette rivalité, donc cette société, cet équipementier télécom, qui est le plus avancé sur la technologie 5G. La 5G, c'est la clé du monde de demain, les voitures connectées, les objets connectés, etc. Les Américains ont écarté Huawei de leur marché. Ils ont été suivis par les Australiens, par certains de leurs alliés, le Japon. Les Européens sont en train de temporiser. La France, par exemple, exclut Huawei du cœur de ces dispositifs. Sans le citer, sans le dire, et le fait plutôt discrètement. Les Allemands sont plutôt sur cette base-là. Et on n'est pas en train d'écarter Huawei. Mais ça fait partie du mémorandum italien, Huawei. Ça fait partie de ce qu'ont signé les Italiens. Et donc on voit bien qu'il y a cette tentation de rejouer une guerre froide, le containment, l'isolement de la Chine, etc. Et l'Europe n'a pas intérêt à rentrer dans ce jeu-là. Il nous reste 2 minutes, Elvire Fabry, puis Christian Macarian. C'est vrai que sur la question de Huawei, c'est une question sensible, parce qu'on voit qu'il y a déjà des pays qui ont commencé à s'équiper partiellement, certaines villes parfois, où il y a eu des accords au niveau du pays, l'Allemagne en fait partie. Donc c'est un cas exemplaire, et c'est un cas où on est sur des enjeux de frontières technologiques. Donc en effet, est-ce qu'on a les moyens d'avoir, quelles sont les alternatives, enfin, comment est-ce qu'on et d'influence. Là, il y a un enjeu de politique industrielle. Qui est à la fois au carrefour des enjeux de politique industrielle européenne et en même temps de tout ce qui relève du e-commerce, de toutes les réglementations qu'on a envie de mettre en place, du contrôle des données. Donc là, il y a quelque chose qui se joue qui est important. Sur la question de l'enjeu de la politique européenne qui se met en place, là, indéniablement, il y a deux jambes que l'on cherche à consolider. Il y a l'approche défensive et puis il y a l'approche offensive. C'est-à-dire c'est en effet une politique que l'on veut, qui ne se veut pas simplement protectionniste au sens
traditionnel du terme, qu'on le voit sur la question du contrôle des investissements étrangers, mais aussi offensif pour accéder au marché chinois. Parce qu'on sait que c'est non seulement le marché chinois, mais tout le marché asiatique, c'est là que la classe mondiale moyenne explose, c'est là que la consommation explose, et c'est là où il faut que, c'est sur les règles de ces échanges commerciaux que l'on a envie de pouvoir se mettre d'accord, à la fois au niveau bilatéral et encore plus au niveau multilatéral. Il nous reste quelques secondes. Christian Macarian, le mot de la fin. Quelques secondes pour revenir au rôle de la France. Emmanuel Macron a fondé son projet européen sur la notion de souveraineté européenne. Il a là une occasion concrète de montrer que la France peut avoir en effet un rôle d'entraînement pour toute l'Union européenne. Et ce sera le mot de la fin. Bon Merci. courage. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Et l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche. Bonne soirée, restez au cœur du débat.